Unser Verband ist inspirierend, bereichernd und absolut familiär. En tant que président mondial, mon rôle c'est d'assurer le bon fonctionnement des chapitres au niveau mondial. C'est pour ça que je fais des visites tout au long de l'année. En plus, avec mon board 2019-2020, on essaye autant que possible de prendre des décisions pour créer des politiques et créer des services pour les membres de la FIAPSI. Et comme dernier point, je suis dédié à vraiment expandre FIAPSI au niveau mondial pour être présent dans de nouveaux pays. Je suis membre de la FIAPSI Suisse surtout parce que ça me permet d'échanger avec d'autres professionnels qui font pas partie de ma région d'action et je peux très bien échanger avec des gens qui viennent de Neuchâtel, de Zurich, alors que moi je viens de Lausanne. Et ça c'est un gros plus, je suis pas uniquement restreint à mon cercle professionnel local. Ça me permet un peu de prendre de la hauteur. Ich habe mich auf die Herausforderung gefreut, viele Leute kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen und die Immobilien auch in verschiedenen Ländern und auf verschiedene Arten zu sehen. Wir haben einen täglichen Job und jeder ist ein bisschen in seinem Kasten und den zu erweitern ist sehr spannend. C'est justement le réseautage et on se rend compte que si, comme l'évoquait le président de la FIAPSI, si on se retrouve à Singapour ou n'importe dans quel endroit, on peut retrouver ses membres et ils peuvent nous aiguiller sur certains principes du marché local. Hochinteressant, die ganze Schweiz ist vertreten, die verschiedensten Berufsgattungen sind vertreten und ich sehe, dass FIAPSI ganz klar vom aufsteigenden Ast ist und ich habe riesen Freude gehabt, als ehemaliger Europa- und Schweizer Präsident da zu teilen. Es ist immer interessant, Kontakte zu pflegen. Mais comme d'habitude, en fait, on a une expérience depuis ces longues années positive. Ça nous permet, dans la branche dans laquelle on est, d'être face et surtout rencontrer des personnes dans le professionnel de l'immobilier et qui permet aussi de développer non seulement les affaires, mais aussi d'un point de vue suisse, de se faire connaître, tout simplement. We have a federation which gathers all the professions of real estate, but at the same time keeps a human dimension. It is almost like a family, and it's a real honor to be part of it. Das Schöne ist, dass ich mich wohlbehütet in einer Familie wiederfinde, die aber total multikulturell und international ist. Da sehen wir Leute aus der ganzen Welt, ich kriege Kontakte auf der ganzen Welt, ich komme hinter Projekte, hinter die Kulissen auf der ganzen Welt, die würde ich sonst nie sehen. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour ce Kick-Off Event 2021 de la FIAPSI Suisse. In der Sprachtradition der FIAPSI Schweiz verbleibend, werden wir heute teilweise Deutsch und Französisch sprechen. Hauptmitglieder der FIAPSI Suisse sind USPI und der SWIT. Unsere akademischen Mitglieder sind das Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht, das Institut für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Luzern, das Swiss Institute of Real Estate Appraisal und Swiss Real Estate Institute. Ich danke ganz herzlich unseren Sponsoren, vor allem in diesen Zeiten. C'est pas facile de trouver des sponsors dans cette période très spéciale. Je remercie à nos sponsors. Ich möchte ganz speziell der Firma New Home danken, unser neuer Main-Sponsor. Herzlich willkommen. Dann haben wir unsere Silbersponsoren, die Firma immotrailer.ch, die Firma Swiss Circle. Dann haben wir die Bronzesponsoren, die Firma Polyrapid, merci, die Firma Dachpartner, merci, und die UPC Schweiz GmbH sowie die AXA-Geschäftsstelle Inns, beide als Sponsoren. Un très grand merci à tous nos sponsors. C'est avec un très grand plaisir tout particulier de revoir Dr. Stefan Farländer, qui est revenu chez nous pour nous informer de la situation et perspective du marché immobilier suisse. Es ist ein sehr großes Vergnügen, Stefan Farländer heute wieder bei uns zu haben. Dr. Stefan Farländer est le fondateur de Farländer Partner Raumentwicklung, une société de conseil et de recherche privée et indépendante domiciliée à Zurich.
Après des études d'économie à Berne, il travaille chez Wüest Partner à Zurich. De 2001 à 2002, il a servi à la Confédération suisse en tant qu'observateur militaire au profit des Nations unies au Moyen-Orient. Après avoir terminé ses études supplémentaires à l'ETH de Zurich, il a fait son doctorat à l'Université de Berne en 2006. La même année, il a fondé Fahrländer Partner Rahmenentwicklung. Il enseigne dans plusieurs universités suisses de sciences appliquées, au Curem de l'Université de Zurich à l'Université de Stuttgart, etc., etc. Et ce n'est pas tout. Il est également membre de la Commission fédérale de contrôle du bruit, IKLLB, membre du conseil d'administration de la Swiss Real Estate Investment Data Association, REIDA, et président du conseil d'administration de l'Institut suisse d'évaluation immobilière, Sierra. En plus, Stéphane est un expert judiciaire dans le domaine de l'évaluation immobilière et membre de la FIAPSI suisse. Maintenant, je te remercie, Stéphane, d'être présent et je te laisse maintenant la piste. Comme d'habitude, j'essaie de parler français. Excusez-moi quand je ne trouve pas les mots, mais je ne vais pas mêler les langues parce que c'est trop difficile pour moi, alors ça serait tout en français. Mais j'ai fait plusieurs supports, je laisse en allemand avec un vue d'ensemble, des résumés sur quelques questions. Et puis j'espère bien que ça va pour tout le monde. Vous voyez aussi qu'on a aussi introduit l'anglais un peu, alors c'est un market snapshot du Immobilienalmanach. Vous savez qu'on a eu en 2020 une récession forte, plus forte qu'en 2008-2009. Vous voyez la croissance potentielle, c'est entre 1,4 et 1,6. La croissance potentielle, c'est une croissance où tous les secteurs de l'économie et aussi le système financier, l'inflation, tout ça ne cause pas de problème de tension. Alors c'est que ça coule vraiment bien. Et puis vous voyez aussi les derniers 10 ans, je dirais depuis 2009, et puis avant 2009, on avait toujours une croissance forte à la croissance potentielle ou bien même plus fort. En 2019, ça baissait un peu, et puis janvier 2020, on était vraiment optimiste pour l'année 2020. Tout le monde, je pense, était optimiste, ou presque tout le monde, mais dans le mois de février, mars, on a lu des choses étonnantes dans les journaux, et puis on a vraiment dû apprendre quelque chose. Alors pour 2020, ils expectent dans la méta-analyse une diminution du PIB environ de 4%. Je pense au moment c'est 3,9%. Ça, c'est un peu la situation macroéconomique, point de vue PIB, l'inflation qui était toujours zéro ou bien dans la région de la déflation. Vous savez aussi avec les taux d'intérêt qu'ils sont négatifs, tout ça. Et puis en 2020, avec cette récession, on a de nouveau eu une inflation négative ou bien déflation. Il craint maintenant que les gens commencent à garder leur argent, de ne plus consommer, et puis ça serait très grave, bien sûr, pour l'économie, pour recouvrir l'économie. Alors pour 2020, c'est un peu une année perdue, mais j'espère bien que tous d'entre vous avez aussi des bonnes choses à rapporter de l'année, mais c'est en tout point de vue économique et pandémie, c'était difficile, c'est clair. Le marché du travail, la croissance de l'emploi en 2020 était un peu négatif, mais pas gravement négatif. C'est aussi le taux de chômage comparé avec les autres pays, ça n'a pas vraiment beaucoup monté. Ça a beaucoup à faire avec le temps de travail temporaire qu'on peut faire. Alors beaucoup de gens qui n'ont plus pu travailler ou moins pu travailler à cause de la crise, à cause du lockdown et tout ça, sont sur un temps de travail temporaire. Alors ils sont compensés par la Confédération au moins de 80%
quelques entreprises payent même 100% et ça aide. Il faut pas laisser les gens, mais on peut les garder dans l'entreprise et puis espérer que les temps vont mieux. Commençons au printemps 2021, peut-être, on verra. Alors là, la situation n'est pas encore trop grave, mais c'est clair que le temps de travail temporaire, ça couvre un peu les chiffres ou ça influence les chiffres officiels du taux de chômage. Mais ce n'est pas du chômage, les gens ont déjà leur poste de travail malgré qu'ils ne peuvent pas travailler pour le moment. Quand on regarde toutes les crises qu'on avait, commençant par 2002, 2003 ou bien après 2008, 2009, après la crise euro 2012 et encore aujourd'hui, l'économie suisse était toujours comparée avec les autres pays, était toujours très bien. Il y a des autres pays qui ont beaucoup plus de problèmes, une récession beaucoup plus forte, une beaucoup plus forte augmentation des taux de chômage et tous les problèmes. Et puis la Suisse, jusqu'à maintenant, a toujours une situation très favorable comparée avec les autres. Malgré que c'est défavorable en soi, mais en comparant, c'est favorable. Les mesures de la Confédération ont beaucoup aidé, aussi les mesures de la Banque nationale suisse à l'époque. Avec tous ces, je pense qu'ils font un très bien boulot. Peut-être on pourrait faire mieux, peut-être pas, qui sait. Mais on peut vraiment dire que les officiels, alors c'est Banque nationale suisse, gouvernement, etc., essayent de bien naviguer cette navire dans cette tempête. C'est aussi clair qu'il y a plusieurs mesures prises par les États, par les gouvernements et aussi par les banques nationales pour aider dans cette crise. Et comme dit, ils cherchent des nouvelles possibilités, disons, d'aide parce qu'ils ont vraiment un peu le problème de naviguer. Mais on doit être optimiste sur ça. Alors ça, un peu comme condition cadre sur la macroéconomie. Sur le marché du logement, c'est la population résidente, mais c'est aussi l'immigration ou bien le changement de la population résidence du solde migratoire. Et puis on voit sur les 3 premiers trimestres de l'année 2020, c'était encore un peu plus fort que les années précédentes. Ce n'est pas le même niveau de 2016, mais c'est plus fort que 2017, 18 et 19. Et il y a peut-être 2 raisons sur ça. Une raison, c'est l'émigration des Suisses a diminué. Alors, les gens n'émigrent plus n'importe où pour habiter là. Et puis l'autre chose, c'est aussi les immigrants qui venaient. Quand on a la crise, ils restent. Ils retournent pas dans leur pays parce que la situation, un point de vue compensation du surchômage, des choses comme ça, c'est mieux en Suisse. C'est aussi plus facile peut-être en Suisse de trouver un nouveau travail que dans les pays où les gens venaient. Alors pour cela, ça aide sur la demande sur le marché des logements. Parce que c'est clair, quand la population monte, il faut avoir des appartements. Alors ça aide sûrement sur cette situation. Et puis, ça m'étonnait un peu que ces chiffres montent, mais il y a des raisons. La construction des logements, on sait, c'était beaucoup trop haut. On a le taux de vacances qui monte, mais en 2020, ça a baissé un peu et puis les prévisions pour 2021-2022 sont encore un peu plus bas, mais c'est quand même environ 45 appartements neufs qui vont être sur le marché. Et puis c'est clair, quand la crise reste et puis les problèmes restent, les jeunes ne déménagent pas, ils restent chez leurs parents, peut-être
les étudiants, ils doivent être un peu plus modestes avec leur comportement sur le marché du logement, etc., etc. Alors ça baisse aussi la demande sur le marché du logement. Et puis c'est important, où on verra comment cette crise médecine se développe. Et puis c'est vraiment difficile à prévoir, au moins pour moi comme économiste. Mais je pense pour tout le monde. Et puis, si on n'a pas une forte baisse de la demande, je pense que cette diminution de la construction neuve aidera un peu pour l'absorption des appartements sur le marché. Le taux de vacances sur le marché du logement c'est beaucoup augmenté, mais c'est pas les propriétés privées, alors pas les villas ou les PP. C'est aussi pas les appartements locatifs dans les grandes villes. C'est plutôt des appartements locatifs dans des autres régions où on a vraiment beaucoup construit, mais il n'y a pas assez de demande pour l'absorption. Alors là, c'est de mon point de vue, ou notre point de vue, pas un problème, disons, général, mais un problème ou des problèmes régionaux. Et pour cela, ouais, je pense dans les villes, dans les grandes agglomérations, la demande est toujours trop forte. Il y a toujours des problèmes avec que la demande ne trouve pas des appartements appropriés. Mais c'est clair, c'est tout régional. Et puis dans quelques régions, il y a maintenant une très forte construction. Et puis je pense que ça baisserait les prix dans ces régions. L'immigration suisse resterait, disons, on pense, on ne connaît pas encore les chiffres pour le 4e trimestre, mais c'est environ dans les mêmes chiffres que 2007 à 2019, peut-être un peu plus haut, mais on ne retourne pas à la situation avant où on avait 80 000 jusqu'à 100 000 champs ou soldes nets d'immigration. Mais quand même, 40 000 ou 60 000 immigrants, ça veut dire c'est environ 30 000 appartements qu'ils demandent additionnels. On pense en 2020 que c'est environ 48 appartements neufs dont on a construit. Et puis, comme je dis, le chiffre baisserait un peu pour 2021-22. Mais c'est toujours, on pense, plus forte que la demande, un peu. Et puis, comme je dis, c'est dans les régions. Dans les marchés de surface commerciale, on voit que ce que vous voyez, c'est l'évolution de l'emploi dans les différentes branches de bureaux classiques. Alors ceux qui demandent vraiment des bureaux, alors c'est pas la vente ou n'importe quoi. Alors c'est les services financiers, c'est des choses comme ça, les assurances, les bourses, les courtages, tout le secteur immobilier, l'informatique, recherche et développement, etc. Et puis là, on voit qu'en particulier dans tous les services d'entreprise, on avait une forte diminution de l'emploi en 2020. C'est seulement juste guetter les chiffres. Mais dans des autres domaines, en particulier informatique et aussi immobilier, il y a toujours une croissance ou une augmentation de l'emploi dans ces branches. Alors, ce n'est pas toutes les branches qui sont touchées au même de la crise, c'est clair. Mais quand même, il y a aussi des branches qui utilisent en particulier des bureaux qui sont touchés, point de vue l'emploi, par cette crise. Mais comparé avec 2008 ou bien 2002-2003, c'est toujours pas la même chose. Alors, on verra comment ça va se développer. C'est un peu deux choses qui excusez, j'ai sauté une page. L'évaluation de l'emploi et le chiffre d'affaires dans le commerce de détail, on voit
que pour longtemps, pour plusieurs années, il y a une diminution de l'indice des équivalents de plein temps. C'est la courbe prune qui est avec la scale à droite. Et puis ça a beaucoup à faire avec le changement du comportement de la demande avec l'Internet, mais ça a aussi à faire avec le temps d'ouverture avec des locaux, parce qu'on peut mieux distribuer le temps de travail. Et puis ça on a vraiment environ perdu 8% d'emploi dans les équivalents de plein temps dans les commerces de détail. En 2020, on avait une baisse avec les chiffres des affaires, mais on a vraiment changé aussi sur Internet. Mais c'est retourné. Alors on a attendu avec la consommation jusqu'à l'été, troisième trimestre. Et puis là, on voit une augmentation forte de nouveau pour compenser ce qu'on n'a pas pu faire au printemps. Maintenant, ça ferme de nouveau. Alors ça devrait baisser de nouveau. Et puis peut-être, moi je pense, la deuxième crise ou la deuxième vague maintenant, c'est peut-être aussi psychologiquement un peu plus difficile pour les gens que la première fois où on était courageux et puis maintenant et aujourd'hui, c'est seulement ennuyant d'avoir toutes ces restrictions. Alors, les conditions cadres, le marché des surfaces commerciales, c'est pas encore trop grave. Alors on voit toujours de la demande additionnelle, on voit toujours aussi des mouvements sur le marché que les gens cherchent du bureau. Il y a aussi des branches qui, avec une croissance de l'emploi, qui cherchent des nouveaux bureaux. Et puis on voit une certaine stabilité dans les marchés principaux du bureau. Les commerces de détail stationnaires, c'est toujours difficile, c'était déjà difficile avant, et puis je pense c'est clair que la crise n'a pas vraiment aidé sur ça. Oui, on verra comment ça se développera dans 2021 et ça a beaucoup à faire avec des lockdowns. C'est clair, s'il y a un lockdown de nouveau ou pas, je pense qu'on verra cet après-midi. Alors on peut faire des réflexions sur ça. Les conditions cadres, le marché des transactions. Vous voyez ici toujours la courbe de structure sur le rendement des obligations de la Confédération. Il y a une marche normale qui se combine sur cette croissance du PIB structurel, alors environ 1,4, 1,5, 1,6, plus l'inflation normale. Puis alors c'est aussi 1,5 à 2% qu'on expecte en long terme. Alors là, la courbe de structure devrait être environ 3% en Suisse. Et puis quand c'est plus en court terme, c'est clair que le rendement baissera. Et puis on voit depuis longtemps qu'on est beaucoup plus bas que la courbe. Et puis ça a remonté en 2019. Vers fin d'année, ça a vraiment remonté un petit peu. Mais aujourd'hui, la courbe est de nouveau pas. Et aussi, c'est important aussi pour la durée de 30 ans. Alors aussi sur la durée de 30 ans, les rendements des obligations de la Confédération sont négatifs. Et puis c'est vraiment toujours extrêmement exceptionnel. Et puis c'est clair, c'est aussi important pour le marché immobilier, marché des transactions, pour les immeubles de rendement. Les bourses, ils se développent toujours trop bien. Très bien, trop bien. Je pense qu'on a toujours une grande bulle financière, pas sur le marché immobilier, mais en général, il y a beaucoup trop d'argent et ça aide aussi à augmenter les prix des actions à la bourse. En printemps 2020, on avait une forte crise, mais c'est vite remonté.
puis je pense avec cette truc-là aux États-Unis, avec le président, les élections aux États-Unis, c'est aussi baissé un peu, mais ça remonte de nouveau. Et puis, on verra comment, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans seulement, comment ça va changer quand on a vraiment un changement dans la policy des banques nationaux. Mais pour le moment, on pense que la courbe de structure des taux d'intérêt resterait un peu comme ça, sur le négatif. Par conséquent, le rendement brut des transactions est de nouveau en 2020, c'est le sondage du Hauseigentümerverband Schweiz, au moyen de nouveau diminué. Alors les 6,5 aujourd'hui sont plutôt 3,5 qu'on peut expecter comme rendement brut pour des maisons multifamiliales à neuf. Alors c'est aussi exceptionnel et puis ça, seulement ça a doublé les prix. En regardant tous les chiffres, on voit qu'environ 3/4 du développement des prix de transactions des immeubles de rendement viennent de la côté rendement ou taux d'intérêt et seulement 1/4 vient de la côté cash flow, alors c'est-à-dire loyer en principe. Et puis, il faut vraiment observer les marchés financiers, les taux d'intérêt, tout ça, toutes ces politiques-là, parce que ça va avoir un grand impact sur les marchés immobiliers quand ça changera un jour. Je pense que ce n'est pas dans les prochains 5 ans. On verra. Aujourd'hui, on voit à Zurich, par exemple, des rendements nets sur le marché sur 1,9, 1,8. Alors, c'est extrême ce que les gens ou les entreprises payent, sont prêts à payer. Et puis, on ne voit pas que ça changera pour le moment. Malgré, disons, les problèmes sur la côté du marché du loyer. Alors là, il y a vraiment un peu une déconnexion entre les revenus et puis les taux d'intérêt et puis qui devrait être une réflexion du risque aussi. Avec l'augmentation du taux de chômage, on a les investisseurs sont aussi un peu être plus prudent dans la périphérique parce que là, il y a vraiment la grande vacance, la grande taux de vacances. Mais dans la ville, il paye, disons, comme fou, toujours. Et puis, on ne voit pas que ça changerait les prochains trimestres. Pour toutes les prévisions, on fait toujours des scénarios. Nous, on fait 3 scénarios. Le scénario de base, c'est le scénario L, comme lentement. Alors, on expecte une récupération de cette crise un peu lentement. En 2021, on a l'effet de base qu'on peut compenser un peu de ce qui s'est passé en 2020, mais les 3,5 ne compenseront pas pour cette 4% minus en 2020. Alors, ça durait encore jusqu'à 2022-2023 pour avoir le même niveau du PIB qu'on avait avant la crise, disons 2019. Dans ce scénario, sans nouvelle récession en 2021, la confiance des consommateurs va revenir et puis on va voir aussi une augmentation de la consommation sur ça. Les taux hypothécaires resteront bas. Le rendement des obligations de la Confédération resteront bas, mais peut-être monte un peu dans direction de zéro. On ne doit pas oublier, il monte, mais c'est toujours négatif. Peut-être on verra un peu d'inflation à cause de cette augmentation expectée de la consommation, mais pas grandement. On parle de 0,3-0,7%. Alors c'est presque proche de zéro. C'est pas 10% ou 5% ou quelque chose qu'on a vu dans les années 80. Point de vue du changement des salaires réels,
on ne voit pas un grand changement. Peut-être on aura une compensation de l'inflation, alors sur le nominal, mais sur le réel, on ne voit pas vraiment une augmentation des salaires sur tous les secteurs. Ça, c'est notre scénario de base. Alors, une récupération lente avec de cette récession de 2020. OECD, elle écrivait The outlook remains extraordinarily uncertain. Et puis, je pense que c'était déjà vrai en 2008-2009, quand on a vraiment eu des prévisions difficiles. C'était aussi difficile en 2012. Et puis, je pense que depuis là, c'était toujours très difficile. L'année passée, on a fait des grosses études sur une crise immobilière. Et puis, on a dit, point de vue taux d'intérêt, on ne voit pas vraiment des gros changements. Alors, on devrait voir une crise sur la demande, mais personne n'a pensé à une crise comme on a maintenant, qui a vraiment influencé la demande, peut-être pas sur le marché immobilier ou par le marché de logement, mais sur des autres secteurs. Alors là, on n'a pas vu. On pense que pour le moment, on va voir une situation encore plus pire avant d'avoir vraiment cette récupération. Peut-être c'est la 3e vague, après la 4e, après la 5e, qui sait, on sait, moi je ne sais pas, mais je pense qu'on va encore avoir des semaines ou des mois ou des trimestres un peu durs, et puis on doit être optimiste pour maintenant commander des voyages pour l'été 2021. Moi j'ai fait, mais on verra si on peut vraiment voyager et faire quelque chose. Et c'est tout une question de cette Covid. Et puis, c'est pas à nous de faire des prévisions sur ça, comment on peut résoudre ce problème. La situation sur le marché pour les PPE, c'était bien. En 2020, on avait toujours un peu des problèmes avec le segment supérieur. Alors, il y avait les prix, disons, pour l'appartement, peut-être pas le prix par mètre carré, mais parce que c'est des grands appartements, le prix par unité, c'était trop haut. Puis les banques ont freiné un peu aussi avec les financements. Et puis, on avait une correction sur ce segment supérieur depuis 2015 jusqu'à peut-être 2018, fin 2018. Après, ça a remonté et maintenant de nouveau, on voit que c'est le segment plus difficile. Les autres segments, le segment, disons, un peu inférieur ou moyen, ont bien développé pendant la crise. Et je parle avec les courtiers. Beaucoup de courtiers, ils disent, j'ai eu mon meilleur an jamais, niveau courtage. Alors, on voit toujours on ne voit pas une crise ou quelque chose sur le marché des propriétés privées, les PPE, mais aussi pas sur les villas. L'attente cyclique pour 2021-2022, point de vue demande, on pense que c'est toujours bien, ça va rester stable sur la demande. Point de vue d'offre sur le segment moyen, ça va aussi être bien. Et puis nos prévisions, c'est pour le marché PPE, on verra encore une augmentation des prix sur le segment inférieur et moyen. Et peut-être, on espère une stabilisation sur le segment supérieur. C'est toujours sur le niveau suisse. Dans l'almanach, vous avez aussi les prévisions pour les régions. Mais c'est trop à montrer ici. Pour les maisons individuelles, comme j'ai déjà dit, c'est à peu près la même situation qu'avec les PPE. Alors, il y avait aussi les problèmes un peu dans le segment supérieur à cause des prix pour l'unité qui était trop haut. Mais on a aussi vu une récupération de ce segment et puis les autres segments, ils montreront toujours. Et puis aujourd'hui, ce matin, on a publié les données les données de l'indice des prix pour le 4e trimestre. C'est sorti ce matin et puis vous pouvez les reprendre sur notre page site. Là, vous avez les chiffres les plus actuels d'aujourd'hui pour le 3e et 4e trimestre 2020. L'attente cyclique aussi pour les maisons individuelles pour les 21-22, on voit
on voit toujours une augmentation des prix pour les segments inférieurs, c'est plutôt peut-être, disons, des maisons jumelées, et puis les segments moyens, et une situation stable pour le segment supérieur. Alors là, pour les maisons individuelles, on ne voit pas vraiment des gros problèmes qui arriveront. Alors là, on est plutôt optimiste point de vue stabilité et valeur de marché. La situation sur le marché des appartements locatifs, là on voit que les appartements neufs en particulier avaient une certaine diminution des loyers de marché pour plusieurs trimestres. C'est aussi la question qu'on construit des grands appartements, c'est un peu plus généreux qu'on était avant, et puis c'est un peu plus grand, et puis ça monte les loyers pour l'unité, peut-être pas par mètre carré, mais ça donne aussi des problèmes aux gens de vraiment payer ces loyers. Et puis sur les appartements neufs, on voit une certaine diminution des loyers du marché, mais pas avec les appartements anciens. Mais là, il faut faire attention, c'est aussi très régional. Alors dans les centres, je pense les appartements anciens, ils vont toujours bien, mais dans la périphérique, où les prix de loyer aussi pour un appartement neuf n'est pas trop haut, on voit plutôt des problèmes avec les appartements anciens, parce que aussi l'appartement neuf est dans le budget des gens. Le rendement des maisons multifamiliales, excusez-moi, on voit toujours une diminution du rendement du cash flow, et puis on a une certaine rendement sur le changement de la valeur. C'est tout à cause du taux d'intérêt qui baisse, ou le rendement, le taux d'actualisation qui baisse toujours, mais c'est déjà toujours positif. Les chiffres pour 2020, c'est pour le troisième trimestre. Alors, ce n'est pas toute l'année, seulement le troisième trimestre. Mais là, on est toujours positif. Pour les attentes cycliques pour les appartements locatifs et immeubles de rendement pour les 2 prochaines années, on pense que les immeubles anciens, les valeurs de marché resteront stables. S'ils sont plutôt aussi dans les villes, alors la demande est là. L'offre, il n'y a pas une surplus d'offres ou quelque chose, alors les revenus sont stables. Le rendement initial, je pense, va rester stable. Et puis, en tout, on ne va pas voir un grand changement de la valeur de ces immeubles. Des immeubles à neuf dans le segment moyen, on voit certains problèmes dans certaines régions sur l'offre sur l'offre, c'est à cause de la construction qui est trop forte. Et puis, ces problèmes resteront, et puis les problèmes, je pense, en général, resteront dans les mêmes régions qu'aujourd'hui. Et c'est la même chose avec le segment supérieur. Là, il y a l'offre, et puis il faut encore absorber cette construction des années passées. Et puis la demande des surfaces pour le segment supérieur, c'est pas trop fort, parce qu'il n'y a pas trop de gens qui peuvent payer 3, 4, n'importe quel chiffre de milliers de francs par mois. Alors là, on voit toujours des questions. Alors c'est en particulier le segment moyen des immeubles à neuf, où on voit encore une augmentation des prix des transactions. Pour 2021, peut-être aussi un peu, ou autrement une stabilisation pour 2022. Ça, c'est nos prévisions pour les marchés des appartements locatifs. La situation du marché du bureau, c'était aussi intéressant. Là, on a vraiment vu une réduction des loyers de marché depuis 2016, peut-être 2017. Et puis, on a vu vraiment une forte diminution des prix du loyer qui ont écrit dans les contrats. Alors avant, on a fait des compensations et des choses comme ça, mais maintenant, on a vraiment commencé à réduire les loyers contractuels, mais ça remontait après. Et puis en 2020,
En printemps, c'était encore tout bien. Là, on a aussi vu une certaine optimisme sur le développement de l'économie et tout ça. Et puis maintenant, ça a de nouveau baissé sur le niveau des loyers de marché. Pour cela, le rendement des immeubles de bureau, en tout, c'est négatif. Le rendement du cash flow, c'est positif, c'est clair, mais le rendement de changement de la valeur est négatif et en tout, on est, par le troisième trimestre, on était environ à 0 pour le rendement total pour des immeubles de bureau. Alors pas peut-être, mais c'est une vue générale, une vue du marché total. Alors dans un portfolio où certains immeubles vont mieux et puis l'autre pire, et puis c'est clair qu'on peut, ouais, c'est un benchmark pour toute la Suisse. La situation du marché pour les arcades, les prix d'offres, ils sont toujours stables, mais c'est des prix d'offres. C'est le taux de vacances est haut. Et puis à droite, c'est intéressant de voir les chiffres d'affaires avec les transactions avec les cartes de crédit. Puis on voit vraiment c'est les semaines en bas. En printemps, on voit que ça c'est un tiers qu'avant. Hein. Alors on n'a plus acheté des choses. Il y avait une certaine augmentation des transactions avec des cartes de crédit par Internet. Parce que ce n'était pas une compensation. Alors, c'est-à-dire on n'a vraiment pas consommé. Et puis peut-être en été, c'était plus haut qu'avant. Alors là, on voit un peu la compensation jusqu'à la semaine 41. Et après, ça a recommencé avec la deuxième vague. Alors là, dans ces chiffres, on a vraiment des chiffres proches à l'actualité pour voir les développements sur les marchés. L'attente cyclique pour les bureaux et arcades pour 2021-2022, c'est pas trop optimiste. Alors nous pensons qu'en 2021, on va voir une baisse des prix pour des immeubles de bureaux et immeubles de vente, avec des surfaces de vente en général. Et on espère d'avoir une stabilisation en 2022. C'est à cause de la demande des surfaces, c'est à cause de l'offre des surfaces. Et puis pour cela, là on voit des problèmes. Pour cela, le revenu ou les loyers baissent, le taux de vacances monte. Et puis les investisseurs seraient aussi beaucoup plus prudents avec ce type d'investissement. Alors là, on ne voit pas une diminution des taux d'actualisation comme ça se voit sur les maisons multifamiliales. Là, il faut aussi dire, ça diffère un peu. J'ai vu une transaction récente à Zurich qui était aussi pour un office, pour un bureau. Et puis c'est un grand bâtiment, chose comme ça. La structure des contrats n'est pas trop bien ou quelque chose. Alors, et puis c'est pas vraiment dans le centre, c'est à côté du centre un peu, mais c'est aussi moins que 2% net qu'on va les montrer. Alors là, il faut aussi distinguer un peu entre les grands centres avec les immeubles attractifs. Peut-être aussi, je pense aussi la structure des contrats qui est très très important. Et puis là, on peut aussi voir une augmentation des prix de transaction. Mais en général, on n'est pas trop optimiste pour les immeubles de bureaux et de vente. Les tendances à long terme, on a fait beaucoup de sondages, on a vu plusieurs sondages. Nous, on a attendu un peu parce qu'en printemps, quand on a dû aller au home office pendant le lockdown, on avait la confusion et puis on n'a pas vraiment décidé dans les entreprises quoi faire. Je prends les grandes entreprises, ça dure encore, ils sont en train de communiquer maintenant. UBS a communiqué d'éliminer un tiers de ses filiales. Et puis, je pense aussi Crédit Suisse a fait une réorganisation et puis on verra ce qui se passerait avec l'emploi, avec ces grandes entreprises. Alors là, ça dure toujours 6 mois ou encore plus jusqu'ils réagissent sur une nouvelle situation. Les petits bureaux comme nous, comme moi, on peut réagir plus vite. Mais on a attendu et puis on n'a pas encore décidé. On a fait ce home office là, mais après en automne, on a discuté comment faire à long terme.
Et puis c'est pourquoi on a fait dans le sondage du novembre ou octobre, on a posé quelques questions sur les attentes du long terme de l'utilisation des surfaces bureaux. Et puis il y a une très grande partie des entreprises, aussi des petites entreprises, qui voient une augmentation des possibilités du home office en pourcent du temps de travail. Mais là, on parle d'un jour ou 2 jours par semaine, pas home office en général, après la crise. Aussi le desk sharing, on voit une augmentation. Certaines font une augmentation forte, mais quand on regarde la grandeur des entreprises, c'est plutôt les grandes entreprises qui réfléchissent sur le desk sharing, des choses comme ça. Et les petites entreprises, aussi comme nous, on reste comme on était avec un poste de travail pour chaque employé presque, parce que toute l'identification avec l'entreprise, tout ça, ça se passe dans le bureau, hein, à l'entreprise et pas à la maison. Et puis, je pense que c'est très, très important quand on a des travailleurs qualifiés ou des gens très qualifiés d'offrir vraiment des bons postes de travail. C'est notre vue. On voit que presque la moitié quand même a dit qu'on va avoir une augmentation du desk sharing. Ou eux, dans leur entreprise, ils planifient une augmentation du desk sharing. En même temps, on voit aussi qu'ils vont augmenter la proportion, disons, des surfaces communes. Alors, c'est comme des cafétérias, comme, c'est pas une lounge ou quelque chose, des petites salles pour discuter des choses. Alors là, on voit une augmentation. Et puis, c'est plutôt direction, disons, réorganisation des bureaux et pas vraiment dans direction diminution des surfaces par équivalent de plein temps. Alors, c'est notre interprétation, mais là, je pense qu'il faut vraiment distinguer entre les grandes entreprises, les très grandes entreprises globales, et puis l'entreprise normale en Suisse avec n'importe 5 à 200 employés. Et puis là, je pense ça va être plus stable. On a après calculé des scénarios. Le scénario de base sur de long terme pour la demande additionnelle des surfaces de bureau, c'est le bleu clair. Ici, 9,5%, c'est avec le scénario économique de base. Alors une récupération et puis un développement, disons, environ à la croissance structurelle. On voit jusqu'à 2023 une augmentation, une demande additionnelle sur 9,5%. Dans ce scénario de base, c'est retour au bureau, il y a une augmentation des surfaces communes, comme je dis, mais peut-être aussi une augmentation un peu du desk sharing. Et net, ce n'est pas un vrai changement de la surface utilisée par équivalent de plein temps. Le scénario alternatif 1, c'est vraiment une augmentation forte au home office et puis aussi une augmentation forte du desk sharing. C'est-à-dire les gens, pour l'idée, travaillent 3 jours à la maison et 2 jours au bureau et puis là, ils font du desk sharing parce que c'est plus nécessaire d'avoir un poste de travail pour tout le monde. Et puis aussi l'optimisation des concepts de travail. Et puis dans ce scénario A, c'est un peu le plus pire. Avec le même scénario économique de base, on voit une diminution de la demande totale de 5,5%. Alors ça serait des gros chiffres de mètres carrés qui seraient vides. Alors là, on doit vraiment voir et regarder comment ça développe avec ce desk sharing, mais je me souviens de 2001, 2002, là on a déjà commencé avec du desk sharing pour 2-3 ans et puis après on a constaté que c'est pas la bonne idée et puis on a retourné sur les postes de travail individuels. Alors là on verra, mais des crises comme ça c'est toujours le moment que tout le monde réfléchit sur le même issue. So, c'est vraiment possible qu'on va avoir un changement aussi dans les prochaines 2-3 années
et puis peut-être on retourne après sur le scénario de base plutôt. Le scénario alternatif 2, excusez-moi, c'est 2 ici, c'est le blanc foncé. Là, on voit pas cette diminution des mètres carrés pour l'équivalent de plein temps, mais une augmentation de home office. Et puis là, la demande additionnelle serait encore positive sur les prochains 15 ans, mais quand même seulement 2% de l'effectif. Et puis c'est clair, quand on regarde des autres scénarios économiques, avec une différente évolution de l'emploi total, c'est clair que ça change les chiffres. Alors de notre côté, on est toujours optimiste ou on pense réaliste de prévoir une demande additionnelle aussi pour les bureaux, des surfaces bureaux, de environ 2% à 9% jusqu'à 2023. 35, excusez-moi, 2035. Voilà, c'est un peu le market snapshot sur l'Immobilienalmanach Suisse 2021. On va vous envoyer, vous avez pu commander, si vous voulez, le livre en papier ou bien la version digitale. Et puis on va vous envoyer cet après-midi. Alors vous devriez recevoir encore cette semaine le livre ou bien le lien cet après-midi. Dans l'almanach, vous trouverez toutes les prévisions pour la Suisse et puis plus détaillées que j'ai pu le faire maintenant. Et aussi pour les régions. Oui, peut-être que c'est encore différencié parce que les régions se développent pas le même. Comme thème spécial, on a vu faire un chapitre ou un sous-chapitre sur le coworking comme alternative à home office, des réflexions sur ça. Et puis on a de nouveau réétudié les possibilités pour les rez-de-chaussée. On a vraiment des problèmes avec les grands taux de vacances. Là, il faut peut-être aussi faire quelque chose point de vue planification avec l'aménagement du territoire à la fin, avec les lois de construction, avec l'affectation dont on doit faire, mais on sait déjà qu'on ne peut jamais louer ça. Et puis comme chapitre spécial, on a fait un chapitre sur la marge de sécurité pour les grands développements des projets. Dont on a étudié avec des grands développeurs et puis on a réfléchi comment aussi avoir une bonne vue sur cette marge de sécurité. Alors ça, une petite idée, ce que vous trouvez ainsi dans l'almanach. J'espère que cette présentation courte était intéressant et vous a aidé. Et puis c'est clair, je suis volontiers pour toutes les questions, pour toutes les discussions. Voilà, je vous remercie et puis voilà. Je regarde vite aussi les demandes. Ah. Ja, Stefan, vielen Dank, merci beaucoup. Il y a eu jusqu'à une question que j'ai vue, mais on verra, peut-être il y a des autres qui viennent. La question qui a été posée, c'est qu'il y a déjà une tendance que tous les effets de home office font un effet sur le chiffre des chambres dans des appartements. Avec autres paroles, il y a une tendance qu'il y a plus de demandes pour des appartements avec plus de chambres. Tu peux dire quelque chose de ça? Ouais, c'est à la fin, où commencer? Quand moi, comme entreprise,
comme moi, je demande les gens d'aller au home office, je dois les compenser. Je dois payer quelque chose. Quand les gens ils veulent travailler à home office et puis ils demandent est-ce que j'ai la possibilité de travailler 1 ou 2 jours à home office. Moi, comme entreprise moderne, je dis oui, bien sûr, tu peux, mais ça, je ne dois pas compenser. Alors, c'est-à-dire les gens qui veulent aller au home office et qui veulent travailler plus à la maison, ils devraient louer ou avoir un espace additionnel. Quand on regarde les loyers où ils sont aujourd'hui, et puis qu'il y a assez de gens qui n'ont pas la possibilité de louer en ville parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer, ils doivent aller dans l'agglomération. Quand ils veulent encore ajouter 15 mètres carrés ou 8 mètres carrés comme bureau pour travailler à la maison, un peu, ils doivent encore, disons, aller un peu plus périphérique, parce que c'est tout une question de l'argent à la fin. Alors moi, je pense, oui, il y a cette demande additionnelle, et puis c'est aussi pourquoi on a étudié cette coworking, des choses comme ça. Je connais des gens qui étaient au home office pour 3, 4, 5 mois, des grandes entreprises qui ont, eux, ils gagnent assez d'argent, alors ils ont de nouveau loué un autre appartement, 2 ou 3 ensemble, pour avoir un poste de travail, pour quitter leur maison le matin. Alors là, on verra une demande additionnelle, mais à la fin, c'est une question de l'argent. Et comme moi, pour l'entreprise, quand j'envoie les gens dans le home office, et puis je dis, Monsieur X, maintenant tu travailles à la maison, et puis je dois lui compenser, alors je dois lui payer quelque chose. C'est peut-être moins qu'il coûterait au bureau, alors je pourrais le faire. Mais à la fin, c'est aussi une question de la taxation. Alors là, nous, on a réfléchi une fois de payer quelque chose sur les bureaux d'un de nos employés dans le canton d'Argovie. Et puis, on a dit, si vous faites ça, il y a le bureau d'impôt du canton d'Argovie qui va venir vers vous et vous dites, vous avez une filiale maintenant. Alors là, il y a vraiment des questions aussi, point de vue taxation, des choses comme ça. Alors pour cela, moi, je ne vois pas une forte augmentation de la demande des surfaces dans les appartements à cause du home office. Ça répond les questions. Un tout petit peu, oui, mais il n'y a pas une réponse entière, c'est pas possible. Mais on a une autre question. Donc, le marché se développera plutôt dans le domaine de coworking spaces. Sous point de vue des impôts, comme on a déjà dit, comme tu as dit, comme tu veux ça, le développement de coworking spaces, les années 1, 2 prochaines au futur? Moi, je pense qu'on va voir une augmentation du développement dans le coworking, une certaine. Mais ce n'est pas 100%, ce n'est pas un changement total. On va pas avoir, je suis sûr qu'on va pas avoir c'était le mot de mode les années passées, une disruption. Mais c'est clair que tout se développe et pour le moment, et puis ça aussi une question de la durée de cette crise, et du qu'on doit rester au home office, et puis avec ces restrictions. On a vu une augmentation de la demande dans les Alpes avec les appartements de vacances, parce qu'on n'a plus pu voyager. Alors on a réagi sur ça, on a dit alors on fait quelque chose ici. On voit les gens travaillent maintenant à la maison, ils s'organisent, ils ne peuvent pas vraiment s'organiser, alors ils sont dans la cave ou dans le Estrich, je ne sais pas, où ils travaillent et puis ils cherchent leur coin pour travailler un peu et puis ils réfléchissent à augmenter leur situation de travail. Mais
quand ça dure encore 3, 4, 5 mois, ça n'a aucune influence sur le marché. Quand ça dure encore à long terme, on va avoir plus et plus de gens qui réagissent et puis qui essayent de faire quelque chose. Mais pour beaucoup de gens, ça veut aussi dire qu'ils doivent encore habiter un peu plus périphérique. Wir hatten ein Webinar kürzlich über das Thema, wie verändert dieses Homeoffice die Bürowelt. Und da gab es das Thema Zwischennutzung, es gab das Thema steuerliche Behandlung, aber auch raumplanerische Behandlung, bautechnisch, wie kann man das angehen. On a eu un webinaire au FIAPSI Suisse la dernière fois avec la thématique de changer des autres appartements, des autres locales au bureau, en conséquence à la longue de trend home office. On a destillé des idées, par exemple de mettre un hôtel à côté à la frontière d'une ville grande pour créer là un type de project office avec des chambres individuelles et avec des zones communes là-bas sur le toit à la fin du jour pour se libérer des problèmes du projet, etc. On verra quelle est la solution créative qui porte au futur. J'ai vu, il y a des autres choses dans le chat. Oui, quels effets sont à la longue, quels effets sont en bref. On doit, pour être un développeur de projet, on doit être un peu clair sur la ligne du temps, quelles décisions sont avec effet à la longue et à la courte. Je veux mettre en discussion un petit point encore. On a parlé maintenant de fermer les 23 000 de restaurants. En plus, UBS veut radier des succursales au centre des villes. Je me donne de la peine et je ne peux pas imaginer que l'attractivité des villes petites peut recouvrir. Also, ça veut dire die Bedeutung und die Lebensqualität der Kleinstädte wird wahrscheinlich jetzt etwas leiden, wenn von den 23.000 Restaurants, die vielleicht geschlossen bleiben, nicht mehr alle aufmachen und wenn die Bankfilialen alle gestrichen werden. Was heißt das für den Immobilienmarkt Schweiz? Peut-être tu peux dire quelque chose dans ce contexte. Moi, je ne suis pas si pessimiste, je dois dire. C'est clair, il y a des filiales de banques qui fermeront, alors c'est vraiment pas bien, disons, pour l'attractivité c'est plutôt dans les villages, je pense. Là, je pense qu'on verra comme qu'on a déjà vu avec les gros Migros et puis les gros commerces là à la périphérie des villes. Un changement de comportement et puis on voit déjà des problèmes dans beaucoup de villes, des vieilles villes en particulier qui ne sont pas touristiques, qu'il y a vraiment avec les vieilles structures des bâtiments et puis ouais, c'est tout étroit et tout ça. Alors là, on voit vraiment pour longtemps des problèmes. Et puis là, on a mis tous les commerces à la périphérie de cette ville et puis on a disons, vidé les vieilles villes. Là ça je vois. Et puis là, il faut vraiment, les communes ou les villes doivent vraiment faire quelque chose. Et ils font aussi quelque chose pour augmenter la qualité de ces vieilles villes. Mais pour les villages normaux, disons, et pour les centres normaux, je vois, c'est clair, pour le moment, c'est très, très difficile. Et puis, on va voir
après les mesures de la Confédération, les mesures d'aide, on va voir une augmentation de le nombre de restaurants et des commerces qui meurent. Mais je suis toujours optimiste que ça reviendra parce que la demande, elle est là. Et puis la demande reviendra quand on peut sortir. Et puis, en particulier, je pense, dans restauration aussi, comme des arcades, des choses comme ça, on peut réagir très vite pour créer une nouvelle offre quand on voit la demande. Alors, moi, je pense que c'est vraiment plutôt temporaire si on peut résoudre cette crise pandémique. Ouais. Un dernier tour, une dernière tour de discussion pour l'aspect que le taux de vacances, le taux négativ du propriétaire immobilier, also der Negativzins des Eigentümers ist der Leerstand. Und gleichzeitig haben wir einen Obligationenzinssatz auf 30 Jahre, der negativ ist. Heißt das für mich als Vermögensanleger oder Vermögensverwalter, dass ich einfach Geld verliere und wir eine Deflation haben oder so etwas Komisches? Il y a des taux d'intérêt négatifs pour les obligations fédérales. On a le problème de taux de vacances, ça veut dire être responsable pour le management des fortunes. J'ai aucune chance sur le marché de créer des nouveaux valeurs. Oui, peut-être c'est le monde moderne maintenant, sans taux d'intérêt. Mais on ne perd pas. Alors, je dirais, dans une situation comme ça, 0, c'est encore peut-être pas mal. C'est mieux que moins 20. Mais c'est clair, on a ces questions. Alors, quand tu as des commerces et puis des grandes vacances dans les locaux commerciaux, tu perds de l'argent. Pour le moment. Mais tu as dit, tu es optimiste. C'est pas pour les années, les 30 ans qui viennent. Alors ces rendements de l'obligation, ces courbes des rendements de l'obligation de la Confédération, c'est quand tu achètes aujourd'hui par an jusqu'à 2030 ou oui, sur 30 ans, sur 2050. Tu as un revenu négatif, alors tu ne peux plus le changer quand tu le gardes. Ça reste comme ça. Mais avec l'immobilier, tu peux repositionner, tu peux trouver des solutions. Et puis quand tu as une vacance aujourd'hui, ce n'est pas pour les prochains 30 ans. On espère. Et moi, je suis optimiste sur ça, que ça va recouvrir. Ok, you made my day. C'est plus agréable finir, terminer positif que négatif. Peut-être c'est le moment de la clôture du Meeting. Quelques paroles à la fin. Ich bin sehr stolz, dass wir doch über 50 Teilnehmer hatten und dass wir bis ganz zum Schluss jetzt knapp unter 50 liegen. Das ist doch schön und spricht für das Interesse der Teilnehmer. Der Link wurde schon erwähnt, wird per separate E-Mail geschickt. Speziellen Dank an unseren Referenten Stefan Fahrländer. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie bis hierher dabei geblieben sind. Remerciements particuliers à notre orateur et merci de rester avec nous jusqu'à présent. Vergessen Sie bitte nicht den FIAPSI-Lunch am 22. April in die Agenda einzutragen. N'oubliez pas d'ajouter à votre agenda le déjeuner de FIAPSI Suisse à Berne le 22 avril. And last but not least, don't forget, if you are now in a home office proves that you must be well because you have a home and you have a job. In diesem Sinne, stay healthy and goodbye.